Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Encore une fusillade la nuit dernière à Échirolles en Isère. C'est la 4e en 5 jours. La cible, connue des services de police, a échappé de près à la mort. Les élus divisés sur l'accueil des migrants. La région doit recevoir près de 1800 personnes, ce qui inquiète certaines communes prêtes à jouer la solidarité, mais dans la limite du possible. C'est le cas à la Verpillière, dont nous recevons ce soir le maire Patrick Margier. Et puis c'est la dernière ligne droite pour le Diemo Stock Car Club. Doté d'une piste flambant neuve, il se prépare à accueillir une nouvelle fois la Coupe du Monde de cette discipline ce week-end. Dans ce village nord-isérois, on attend 3000 spectateurs. À 19h30, l'édition nationale reviendra, elle, sur la mobilisation contre la loi travail. 78 000 personnes ont défilé aujourd'hui en France, selon les autorités, 170 000 selon les syndicats. Ils étaient 3 000 à Grenoble. Mais d'abord, c'est la 4e fusillade en moins d'une semaine. Un jeune homme de 21 ans, connu de la police, a été pris pour cible la nuit dernière à Échirolles, près de Grenoble. Ses agresseurs ont tiré plusieurs fois sans le toucher. Jordan Guéant, Dominique Sommet. Son agresseur en scooter aurait tiré une dizaine de fois. En fin de soirée, un jeune homme de 21 ans a été pris pour cible dans ce quartier d'Échirolles. Il est connu des services de police pour trafic de drogue. L'homme n'a pas été blessé, un miracle, car il marchait avec sa femme et sa fille de 2 ans. Ce matin, les riverains ne cachaient pas leur inquiétude. C'est grave, quoi. C'est grave parce que les coups de feu à sorcier, il y a quand même beaucoup de jeunes dehors, il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui se promènent, qui prennent l'air. À Grenoble et dans sa périphérie, les fusillades sont désormais presque quotidiennes. À Échirolles, il s'agit de la 4e en 5 jours. Hier, des rafales de Kalachnikov ont été tirées et 13 impacts de balles retrouvés sur un immeuble d'habitation. Le maire craint une guerre des réseaux sur fond de trafic de drogue. Il y a dans les quartiers des groupes aujourd'hui qui essayent d'occuper, de privatiser l'espace public pour en faire des lieux de trafic. Parce que le fond de l'affaire, c'est celui-là. Et ce qui provoque des règlements de compte. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre toutes ces affaires, mais la police assure que les enquêtes avancent. Des personnes ont été interpellées avant-hier soir en quasi flagrant délit, donc c'est assez exceptionnel, ce qui montre que la police est présente sur les quartiers, parce que si elle ne l'était pas, il n'aurait pas été attrapé. Ça s'est joué à quelques secondes grâce à des appels, et là aussi, j'insiste, on a besoin que des choses qui savent des choses nous appellent, nous le disent. À Grenoble, tout le monde redoute désormais une aggravation de la violence liée à la drogue. Depuis un an, l'agglomération a déjà connu 7 règlements de compte mortels. Dans l'actualité également, cette affaire relatée sur notre site internet. À Sénaux, en Haute-Savoie, les auteurs présumés d'un incendie et de vol commis fin août ont été identifiés grâce à la vidéoprotection. Il s'agit de 2 jeunes de 14 et 18 ans qui ont été interpellés dans la foulée. Le montant du préjudice est estimé à plus de 30 000 €. Près de 3000 personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Grenoble contre la loi El Khomri. La manifestation a été un peu dérangée par un groupe d'anarchistes qui du coup a scindé le défilé en 2. Une dernière manifestation pour les opposants à la loi travail qui sonne un peu comme un baroud d'honneur. On écoute Isabelle Peters, elle est déléguée CGT au conseil départemental. Montrer qu'on est toujours là malgré un passage en force de cette loi sans aucun vote où que ce soit par un 49.3 antidémocratique, voilà, montrer qu'on est toujours là et qu'on ne lâchera pas. On sait également que si on s'attaque au code du travail, demain rien n'empêchera de s'attaquer au statut de la fonction publique. Et dans le cortège des manifestants contre la loi travail, des salariés des sites Caterpillar de Grenoble et d'Échirolles. Ils sont inquiets à cause du plan de restructuration qui touche le groupe. Un plan qui prévoit la fermeture d'une usine en Belgique près de Charleroi, avec des répercussions sur les sites isérois. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. Bonjour les copains, battez-vous jusqu'au bout, courage, allez-y, on est de tout cœur avec vous. Ils manifestent à Grenoble, mais ils ont la tête à Gosselies, près de Charleroi, en Belgique. Le site Caterpillar de Gosselies doit fermer dans les mois qui viennent. C'est l'intention affichée le 2 septembre dernier par l'administrateur délégué de Caterpillar Belgium, Nicolas Polutnik, qui gère aussi les sites isérois. À la clé, 2000 suppressions d'emplois directs, 4 à 5000 emplois chez les sous-traitants. Un véritable séisme en Belgique qui éveille des craintes, ici aussi. Comment pourrait-on être soulagé quand une usine ferme ? Il y a certes un transfert de production, mais nous perdons aussi énormément en termes de production.
On ne peut pas s'en réjouir. Aujourd'hui, c'est Gosselies qui ferme, mais hier, c'était Rantigny et demain, ce sera peut-être nous. Donc c'est un souci, c'est sans fin la compétitivité. Selon le scénario de la direction, les sites de Grenoble et Échirolles, qui emploient 1600 personnes, perdraient leurs produits historiques, les tracteurs et chargeurs sur chaîne, destinés au marché américain. Ils seraient fabriqués au Brésil. Grenoble récupérerait bien les tracteurs sur pneus de Gosselies, mais uniquement la production destinée au marché européen. Avant, on arrivait à ajuster en fait, donc si le marché européen n'est pas bien, on avait encore du boulot pour le marché américain et vice-versa. Donc aujourd'hui, on se recentre, on met tous nos œufs dans le même panier, quoi. Donc on se recentre sur l'Europe. Si l'Europe va mal, on va pas bien, quoi. La direction internationale du groupe américain s'est montrée inflexible hier face aux principaux dirigeants politiques belges. Elle affirme n'avoir pas d'autre choix pour résister à la crise dans le secteur minier. Un plan de départ volontaire de 100 personnes est d'ores et déjà envisagé à Grenoble. Si vous habitez Aix-les-Bains, vous avez peut-être rencontré des difficultés pour utiliser les transports en commun aujourd'hui. La raison, c'est une grève des chauffeurs de bus du réseau Ondéa. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Bernard Portugal, Didier Alban. Ils ont troqué le volant de leur bus contre des banderoles et des slogans. 22 chauffeurs sur 42 en grève à l'appel du syndicat CFTC pour dénoncer des conditions de travail qui se sont dégradées selon eux depuis plusieurs mois au sein de leur entreprise. En cause notamment des amplitudes horaires de plus en plus élevées et des temps de parcours inadaptés qui provoquent, selon les chauffeurs, des retards quotidiens sur les lignes. En fait, on a le problème de la saisonnalité sur Aix-les-Bains. En été, on a beaucoup de personnes et en hiver, on a très peu de monde. Donc en fait, quand on a un problème de circulation, on a un problème de charge de clientèle, on a un problème du temps qu'on met avant de la billetterie. Donc forcément, tout ça s'accumule et au final, on perd du temps. On a 10-15 minutes de retard tous les jours à tous les services. Donc il y a un moment, on dit stop, c'est pas faisable. Obtenir la mise en place d'horaires d'été et d'hiver, c'est l'une des revendications principales des chauffeurs. Une décision qui, selon eux, permettrait d'éviter aussi des désagréments à la clientèle. Pour les usagers, ils n'ont plus aucune fiabilité au niveau des départs de ligne. Et au niveau des conducteurs, ça engendre du stress parce que certains essayent de rattraper le retard, donc ils augmentent leur vitesse de conduite et on risque d'accrocher un peu plus quand même que quand on a un temps de parcours, je dirais, régulier. À la fin du mois d'août, des négociations entre les syndicats et la direction du réseau de bus aixois avaient permis des avancées. Ces négociations ont repris ce matin, elles se poursuivent actuellement. Quant aux chauffeurs grévistes, ils reprendront le travail demain matin. Et l'on reparle de l'accueil des migrants alors que le gouvernement souhaite évacuer 12 000 personnes de la jungle de Calais. La préfecture de région a détaillé leur répartition dans nos départements. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre et déjà certaines communes s'inquiètent. On en parlera avec le maire de la Verpillière, mais d'abord cet éclairage de Gilles Ragry. Le gouvernement l'a décidé. Il faut vider ce que l'on appelle communément la jungle de Calais. Un plan dévoilé par la presse est prévu pour répartir ces hommes et ces femmes dans toute la France. La région Auvergne-Rhône-Alpes doit accueillir 1784 migrants, 470 pour les départements alpins. À l'annonce de ces chiffres, Laurent Wauquiez a convoqué la presse pour dire tout simplement non. La France ne peut plus accueillir toute cette immigration irrégulière. Je suis convaincu que ce que fait le gouvernement est une folie. Parce que ça consiste à fixer sur le territoire français des gens qui ne demandaient même pas à rester en France. Et nous refusons avec la plus grande détermination l'application autoritaire de ce plan dans notre région. Cela ressemble à un appel à la rébellion. Le président de région offre même son aide juridique aux élus locaux qui s'opposeraient au projet gouvernemental. Pour Éric Piolle, sa position est une insulte aux Français. Je crois qu'il les prend pour des gens repliés sur eux-mêmes, niant finalement cette tradition forte et ce qui constitue la France. J'ai redit au préfet que la ville de Grenoble était prête et ses habitants étaient prêts à la mesure de leurs moyens, contribuer à cet élan de solidarité. Laurent Wauquiez s'oppose frontalement à la politique de l'État. Le préfet de région insiste, lui, sur le caractère raisonnable de l'effort demandé. C'est le reflet de ce qu'est notre région, une région très peuplée, 7 800 000 habitants, qui est la première région de France hors Île-de-France. Et on est suffisamment fiers des capacités de notre région, de la dimension extrêmement vaste de son territoire. Et quand un effort de solidarité est demandé, chaque territoire y prend sa part.
À la Verpillière, dans le Nord-Isère, le centre d'accueil des demandeurs d'asile vient d'être rénové. L'État a engagé 500 000 € de travaux. Hier, il a reçu son premier occupant. Les autres sont attendus dans les semaines à venir. Patrick Margier, bonsoir. Vous êtes maire d'Yverdroite de la Verpillière, une commune d'environ 6 400 habitants. Vous allez accueillir 140 personnes. C'était prévu, vous l'acceptez. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, ces derniers jours, vous êtes inquiet. Pourquoi? Quelles sont vos craintes? Oui, tout à fait, nous sommes inquiets. La population est inquiète, puisque d'après ce que nous annonce monsieur le ministre de l'Intérieur, il va y avoir plusieurs centaines de migrants qui vont être répartis sur la région. Et donc nous, pour notre part, déjà 140, c'est déjà beaucoup. Je rappelle que nous sommes une petite ville. Et voilà, donc notre inquiétude, sachant que ce bâtiment a été rénové complètement, on se dit il y a encore des possibilités. Pour nous, ça fait beaucoup. Et vous iriez, comme le suggère Laurent Wauquiez, jusqu'à saisir la justice pour vous opposer à la venue de ces éventuels migrants supplémentaires? Je pense, en fait, bien sûr, je vais consulter mon conseil municipal et la population. Puis effectivement, si vraiment on nous impose et que s'il n'y a pas de concertation, je pense que j'irai en justice. Quel est le profil des personnes qui vont arriver? Alors, d'après ce qu'on nous a dit, parce que nous avons très peu d'informations, des Syriens, des Érythréens, voilà, donc toutes des personnes qui viennent des zones de guerre. Et bon, l'accueil de la République est important, mais comme l'a dit M. Wauquiez, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. L'arrivée de ces migrants, elle est perçue comment dans votre commune? Avec beaucoup d'inquiétude, puisque avec les événements de Nice et les attentats, quand on voit encore cette semaine des migrants qui cherchent des kalachnikovs, on se pose plein de questions. Savez-vous comment va s'organiser la prise en charge de ces personnes? La ville est forcément associée à cet accueil pour les enfants scolarisés, par exemple. Comment ça se passe? Bien sûr. En plus, alors, nous, le gros problème de la commune, c'est que nous sommes en train de réhabiliter un groupe scolaire, donc très peu de place sur la Verpillière. Heureusement, la solidarité de la communauté d'agglomération a marché. Les communes environnantes de Villefontaine, de l'île d'Abo vont participer à la récupération de ces enfants. Mais ça va être quand même très, très compliqué. L'État vous aide financièrement? Bien sûr, l'État va nous donner de l'argent, mais je pense que ça sera loin de répondre à l'attente et aux obligations que nous allons avoir. Pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, dans quelles circonstances votre commune a-t-elle été choisie pour accueillir ces migrants? La Verpillière a toujours été un lieu de passage et un lieu d'accueil dans notre histoire. Là, nous avions des grosses usines, les Italiens, les Portugais, après la communauté turque, voilà, tous maintenant qui sont tous français, et sont venus s'installer. Nous les avons accueillis, je crois que ça se passe bien à la Verpillière, mais nous avons aussi un centre d'accueil pour les travailleurs qui maintenant va se transformer en ATC, et donc c'est très inquiétant. Est-ce que cela s'est déroulé en concertation? Comment ça se passe? Il y a eu un peu de concertation. Monsieur le sous-préfet et l'État ont été à nos côtés, mais on a quand même encore beaucoup d'inquiétudes. Patrick Margier, merci pour toutes ces précisions et puis bon retour à la Verpillière. Ailleurs, dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être une piste pour résister à la crise du lait. Dans l'Ain, 51 producteurs vont directement fournir Carrefour, qui va lancer une marque un peu spéciale, une marque aux valeurs équitables. Le prix sera plus élevé, mais il tiendra compte de la rémunération des producteurs. Les explications, Sophie Valzecchi, Benjamin Métral. Régis Paclet et son frère Damien l'avouent, se lever pour la traite matinale est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ils ont réussi à négocier à la hausse le prix de vente de leur lait. Grâce à leur nouveau partenaire, ils vendront la tonne 390 € au lieu de 210. Ça va nous soulager un sacré coup au niveau des trésoreries. Et puis pour la pérennité de l'exploitation, c'est sûr que ça va faire du bien parce qu'on a les droits dans le mur. Le lait sera distribué sous ce nouveau label. C'est qui le patron? La marque du consommateur. Salut Régis. Donc tu vois, je te présente... Martial Darbon est l'homme providentiel. Le président de la coopérative Bresse-Val-de-Saône a convaincu ses adhérents, Régis Paclet et 50 autres producteurs de lin, de se lancer dans l'aventure. Dès lundi, le lait sera collecté et embouteillé par une laiterie installée dans le Loiret. Et à partir du mois de novembre, il sera vendu en exclusivité dans 1200 magasins Carrefour. Le consommateur aura choisi son lait, l'aura mis dans sa bouteille par l'intermédiaire d'une entreprise transparente, et puis on le trouvera dans les magasins avec un prix construit pour que le producteur soit correctement rémunéré. Pour la Fédération des exploitants agricoles, ce coup de pouce de la grande distribution ne doit pas être qu'un coup de pub.
J'espère que ça ne sera pas le cas. Si vraiment ils nous mènent en bateau, et si c'est vraiment le cas, eh bien, on sera encore là demain matin pour leur rappeler qu'il faut qu'ils puissent se mettre autour de la table et qu'on puisse eh bien, mettre dans leur rayon une majorité de produits français, identifiés, tracés. Désormais, les frères Paclet parient sur le lait équitable pour que leur exploitation soit durablement rentable. Trier ses déchets de cuisine, on le fait facilement quand on est en maison, mais en ville, c'est une autre histoire. En Suisse, le canton de Genève vient donc de mettre en place des poubelles vertes réservées aux déchets organiques. C'est une première. L'objectif est de réduire d'un tiers les déchets incinérés. Ariane Combe-Savary, Serge Vorette. La distribution vient tout juste de commencer. Pas un foyer du canton de Genève ne sera oublié. Bonjour madame, c'est la ville de Genève. Je viens vous apporter la nouvelle poubelle à compost. Et puis ça, ce sont les nouveaux sacs qu'on peut utiliser. C'est les nouveaux sacs biodégradables qu'on peut trouver dans tous les commerces. Voilà. D'ici le printemps prochain, 100 000 poubelles vertes auront trouvé preneur. Cette mère de famille teste le dispositif depuis 1 an déjà. Épluchures, restes de repas, tous ces déchets organiques sont désormais triés. Je suis contente d'être acteur dans le recyclage, dans la valorisation des déchets qu'on produit, parce qu'on produit quand même toujours beaucoup trop de déchets. Donc pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est ça, c'est être acteur en fait tous les jours pour notre environnement et puis pour nous, quoi, au final, parce que c'est quand même pour nous qu'on fait ça. Installation de containers spécifiques à chaque coin de rue. Campagne d'affichage massive. Au total, le canton de Genève investit 1,5 million d'euros pour cette nouvelle filière de recyclage. L'enjeu est de taille. 1/3 des déchets des ménages sont organiques. Il y a un grand défi au niveau de la prise de conscience et de la responsabilisation des gens, mais aussi de la mise en place des infrastructures en ville. Ils ont déjà commencé, il n'y a pas seulement de quartiers qui bénéficient de ces infrastructures, et il y a beaucoup de communes qui sont aussi en train de les mettre en place et changer un petit peu leur système de réception de ces déchets. Une fois collectés, ces déchets-là produiront du méthane pour alimenter le gaz de ville et du compost pour l'agriculture. On arrive vraiment à un cercle très vertueux où à partir d'un déchet, on obtient une matière première qui est réutilisée pour l'agriculture. Ça coûte moins cher à traiter et ça permet de fabriquer un produit qui a une véritable valeur ajoutée. Jusqu'à présent, Genève recycle 46% de ses déchets. Avec ses poubelles vertes, elle espère passer au-dessus des 50%. C'est un rendez-vous qui compte pour les amateurs de sports mécaniques originaux. Le 34e Stock Car de Diemoz aura lieu ce week-end en Isère. L'occasion de mettre en jeu la Coupe de France de la discipline, mais surtout une nouvelle piste à la mesure de l'engouement pour ce spectacle. Cédric Picot, Franck Serroni. Top départ pour la séance d'essai. 3 pilotes du Stock Car Club de Diemoz partent à la découverte de leur toute nouvelle piste. Cette année, l'anneau sera plus grand, 150 mètres de long pour 15 mètres de large. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se dégager sans percuter les voitures qui vont être à l'arrêt et en toute sécurité pour nos commissaires. Le plein de sensations à fond de première. Pour l'instant, elles ne sont que 3, mais ce week-end, il y aura 18 voitures engagées sur le circuit à chaque course. 180 pilotes vont en découdre pour tenter de remporter la Coupe de France. Laurent, le champion en titre, sera le pilote à abattre. On a quand même certaines règles, on n'a pas le droit d'attaquer les roues avant et la porte conducteur, mais après c'est sûr que tout le reste est libre et sans pitié. Il faut être un peu méchant, un peu agressif et aussi un peu malin parce que sinon ça ne marchera pas. Compétition, spectacle et bonne humeur. Ici, on connaît bien la recette. La course de Stock Car de Diemoz existe depuis 1982. Chaque année, elle réunit jusqu'à 3000 spectateurs et des pilotes venus de toute la France. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est un saucisson et une coupe, et le reste, c'est la convivialité, le spectacle que font les pilotes et le travail des mécanos qu'il ne faut pas oublier non plus. Avis aux amateurs de tôle froissée. Le Stock Car de Diemoz, ce sera samedi après-midi et dimanche, toute la journée. Avant de se mettre au travail, ils ont fait la fête aujourd'hui. Ce sont les quelques 11 500 nouveaux étudiants grenoblois conviés, vous le voyez, à une journée d'accueil sur le campus, journée sportive et festive. Pour l'université, c'était une façon de marquer cette première rentrée sous la bannière de l'UGA.
L'université Grenoble-Alpes naît de la fusion entre les universités Stendhal, Joseph Fourier et Pierre Mendès France. La fête continue ce soir, gare aux Crampes, demain en amphi. Voilà, 19h20, presque l'heure de se quitter. Je vous rappelle cette information. Encore une fusillade près de Grenoble, à Échirolles. Ça s'est passé la nuit dernière, rue du Maréchal Leclerc. Un homme de 21 ans a été visé alors qu'il sortait du tramway accompagné de sa compagne et de sa fille. Les agresseurs sont repartis sans avoir atteint leur cible. Une personne connue des services de police pour des affaires liées au trafic de drogue. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les différentes fusillades de ces derniers jours. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Elle continue sur Internet. N'oubliez pas, alpes.france3.fr. À cette même place demain midi, vous retrouverez Cédric Picot. Très bonne soirée.